Bonjour à tous, donc je suis responsable de la cellule de Santé publique France en Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut qui résulte de la fusion de trois instituts, donc l'ancien institut de veille sanitaire, l'ancien institut national de prévention en santé, donc l'INPES, et la réserve sanitaire, pour avoir une continuité entre l'analyse des déterminants jusqu'aux actions de prévention et d'action. Donc je vais faire ma présentation en 2 temps, si ça marche, parce qu'en fait, je l'ai mis en PDF pour pas avoir de problème, mais c'est pas une bonne idée. Si je fais... Non, j'ai ce que j'ai fait, mais ça fonctionne pas. Sur le ruban. Celui-là ? Le ruban... Ah ouais, il est là-bas. Oh. Ah bah disons, ça va aller lentement. Bon, je suis désolée. Prochaine fois, je le laisserai en PowerPoint. Donc je vais le faire en 2 temps. D'abord en vous présentant un état des lieux plutôt sur des repères qu'on a à Santé publique France. Donc c'est à partir des bulletins de santé publique qu'on produit. On en a produit 3 cette année. En santé mentale, on a celui du suicide, donc c'est un peu là-dessus que je vais focaliser le premier état des lieux. Et le second sur les addictions, on en a un sur le tabac. Et donc ça, c'est des données régionales que je vais vous présenter sur la Nouvelle-Aquitaine. L'alcool, on a des données nationales parce qu'on produira le bulletin plutôt en novembre. Donc vous pouvez retrouver ces bulletins en ligne pour avoir plus de détails, notamment sur les inégalités territoriales fines, puisque là, je vais vous présenter un peu des généralités. Et puis dans un second temps, je vous présenterai plutôt des résultats d'état des lieux de recherche sur la santé mentale et la précarité, notamment à partir d'études que j'avais encadrées à l'Observatoire du SAMU social de Paris, puisqu'on est plus au cœur de la problématique dans le sens fine. Donc cette première partie sur les indicateurs, elle montre que la situation en Nouvelle-Aquitaine est plus défavorable qu'au niveau national pour la mortalité par suicide. Donc je pensais que c'était un message important à vous faire passer. Non seulement sur la mortalité, mais aussi sur les hospitalisations pour tentative de suicide. Je vous ai mis un peu une pyramide, parce que quand on parle de suicide, bien sûr, il y a derrière, c'est la face émergée de l'iceberg. En dessous, on a donc la mortalité, qui est un peu le sommet. En dessous, on a les patients qui sont hospitalisés. En dessous, on peut avoir les tentatives de suicide déclarées, puis en dessous, encore des pensées suicidaires. Et ça, ce sont 4 indicateurs qu'on présente dans ce bulletin et qui proviennent de sources de données différentes. Donc, par exemple, pour la mortalité par suicide, on va avoir comme source de données le CEPI-décès, les causes épidémiologiques de décès. Pour les patients hospitalisés, ce sera plutôt le PMSI, donc le programme de médicalisation des systèmes d'information. Et ensuite, on a des données qui proviennent plutôt des baromètres santé ou des grandes études nationales sur ces thématiques. Donc en fait, on voit qu'il y a des écarts des taux régionaux de mortalité par suicide qui sont importants en France. Et bien sûr, les inégalités territoriales montrent que c'est surtout dans le nord et dans l'est du pays que la mortalité par suicide est la plus élevée. Et celle en Nouvelle-Aquitaine, on voit qu'on est, quand c'est en rouge, en fait, c'est qu'on dépasse donc le taux, on va dire, moyen national, qui est donc entre 10 et 20%. On retrouve aussi des écarts des taux régionaux d'hospitalisation pour suicide en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, ce sont les données générales. Quand on regarde un petit peu plus finement, on voit que la situation elle est contrastée selon l'âge et le sexe. On a une mortalité beaucoup plus importante chez les hommes, alors qu'on a des conduites suicidaires qui sont plus élevées chez les femmes, et avec des hospitalisations qui sont plus fréquentes chez les adolescentes. Donc on voit bien que les fréquences d'âge et de sexe, comme tout le temps en épidémio, c'est important de décrire le temps, le lieu et les personnes, parce qu'on ne parle pas des mêmes choses, on ne parle pas des mêmes gens. Et surtout, on ne parle pas des mêmes territoires. Parce que quand on regarde la Nouvelle-Aquitaine de façon fine, et ça c'est un travail qui a été fait et mené par l'ORS, l'Observatoire régional de santé, on voit que les taux de mortalité sont plus élevés sur certains territoires, donc notamment la Haute-Corrèze, la Creuse et l'Est de la Charente-Maritime. C'est juste pour vous éveiller un petit peu sur le caractère un peu rural qu'il peut y avoir sur cette problématique. On sait qu'en France, ça touche beaucoup les agriculteurs. Et quand on regarde les indicateurs de santé, donc toujours essayer d'aller assez finement sur le territoire, assez finement sur les populations, pour mieux comprendre et pour pouvoir mieux agir et avoir des actions qui sont adéquates.
En termes d'addiction sur le tabac, donc en 2017, en Nouvelle-Aquitaine, il y avait un peu plus d'1 million de fumeurs quotidiens, donc de 18 à 75 ans. Et donc, ce qui correspond à une prévalence de fumeurs qui est pas négligeable, hein, qui est de 28,1%. Et vous voyez, par rapport à la France, on est largement supérieur aux autres régions. Et pourquoi on est supérieur? En fait, ça se distingue. Enfin, on n'est pas supérieur en moyenne, par contre, on est supérieur chez les jeunes. Et c'est là-dessus que je voulais pointer un petit peu les choses. C'est que le tabagisme en Nouvelle-Aquitaine, il est de l'ordre 1 million de fumeurs, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la moyenne nationale. Mais par contre, quand on regarde par l'âge, on est largement supérieur pour le tabagisme quotidien à 17 ans. Donc là, on est à des fréquences qui sont importantes. Et également chez les femmes enceintes, et au 3e trimestre, on est largement supérieur à la moyenne nationale. Donc ce sont deux populations sur lesquelles il faudrait être plus vigilant pour mener des actions de lutte contre le tabagisme. On a une incidence et une mortalité qui est à peu près dans la moyenne pour les pathologies qui sont associées au tabac, hein, c'est-à-dire le cancer du poumon, la bronchopathie chronique obstructive ou les cardiopathies ischémiques. Hein. Mais encore une fois, on a des fortes disparités quand on regarde un peu plus finement dans la région. C'est que la Creuse et les Landes, donc encore des territoires plutôt ruraux, sont très concernés. J'insiste un peu sur la Creuse parce que c'est un département qui concentre énormément d'indicateurs de santé défavorables, et en particulier sur les jeunes. Et je ne sais pas si on en parlera cet après-midi, mais c'est pour ça qu'on en parlait un peu ce matin, qu'il y a des actions qui sont déployées en prévention et en promotion de santé, notamment une plug avec l'éducation nationale, justement pour essayer de lutter contre ça. Donc maintenant, je vais passer au niveau national, parce que comme je vous disais, on n'a pas encore produit nos estimations régionales pour l'alcool. Donc en 2017, non, juste pour souligner que quand même, par rapport au tabac, depuis 2 ans, on a vraiment une baisse des consommations de tabagisme pour la première fois en France, et surtout, pour la première fois, les inégalités sociales de santé se réduisent sur le tabagisme. Ça, je pense qu'ils ne savent pas encore pourquoi. Hein, les résultats viennent juste de sortir et ont été présentés hier aux rencontres nationales de santé publique. Et c'est un résultat important à souligner pour la thématique qui nous préoccupe. Sur l'alcool, en 2017, il y a 23% des personnes qui dépassent le repère de consommation. Donc les repères, il y a plusieurs dimensions dans le repère. C'est la quantité d'alcool qui est bu ponctuellement, la quantité totale qui est bu, et puis le fait de consommer régulièrement. Donc ça touche davantage les hommes que les femmes. La relation avec l'âge, elle est marquée. Hein. Les plus jeunes, ils consomment beaucoup plus en termes de quantité, alors que les plus âgés, c'est beaucoup plus en termes de fréquence. La population qui dépasse ce repère, on sait qu'elle est majoritairement masculine, en emploi. Et je vous ai mis un petit peu en rouge ce qui souligne un peu les inégalités sociales. C'est que ce sont surtout des personnes de niveau de diplôme inférieur ou égal au baccalauréat. Et il y a environ un tiers de cette population qui a un revenu mensuel net inférieur à 1 200 €. Donc ça montre un petit peu ce premier état des lieux, les liens qu'on peut avoir entre le suicide, l'alcool et le tabac, et puis des indices de précarité qui soient sociales ou, comme on l'a dit, territoriales ou populationnelles. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques études spécifiques de santé mentale, mais plutôt sur des populations de grande précarité. Donc là, on n'est plus en population générale. Donc on est à l'extrême du continuum social, sur des personnes qui sont sans domicile et qui sont hébergées en Île-de-France. Donc on a mené plusieurs travaux. Donc je vous ai mis 3 publications si vous voulez en savoir plus, parce que là je vais vous présenter juste les grands résultats. La première, ce sera sur une population plutôt de personnes vraiment c'est une étude qui est vraiment spécifique sur la santé mentale et les personnes sans domicile. Et les 2 autres, c'est plutôt un travail de thèse que j'ai encadré avec Maria Melchior sur plutôt les familles, c'est-à-dire les enfants et les mères et leurs problèmes de santé mentale. Donc si on regarde la première étude, donc, qui s'appelle Samantha, c'est une étude sur la santé mentale et les addictions des personnes sans logement personnel en Île-de-France, qui a été réalisée dans un contexte de difficultés de prise en charge pour les acteurs de l'urgence sociale. Hein, si certains parmi vous y travaillent, je pense qu'ils savent bien de quoi je parle. Mais à cette époque-là aussi, on avait une préoccupation croissante des relations entre l'exclusion sociale et la santé mentale. Un peu pour savoir, est-ce qu'on était dans la rue parce qu'on avait une pathologie psychiatrique, ou est-ce qu'on se retrouvait malade psychiatriquement du fait d'être à la rue. Et donc il y avait besoin de données précises pour les décideurs, et ça a été l'objet d'un rapport
de Chambaud en 2008, qui a déjà posé les premières pierres sur cette problématique. Et on avait des données épidémiologiques insuffisantes, les seules qui étaient vraiment intéressantes à regarder, parce que beaucoup de données concernent des activités de service, donc forcément on est déjà dans l'offre de soins et dans les services psychiatriques. Et la vraiment dernière étude française épidémiologique, c'était celle de Coves en 1996. Donc il y avait un besoin d'actualisation. Et puis ça concordait avec l'appel d'offres de la région parisienne pour faire une étude justement sur les personnes à la rue qui étaient atteintes de maladies psychiatriques. Donc l'objectif essentiellement était d'estimer la prévalence. Et c'est une étude qui a été faite par un questionnaire en face à face, très important, pour évaluer, pour évaluer toute la maladie psychiatrique. C'était le MINI qui était utilisé, pour ceux qui le connaissent. Et surtout, c'était des enquêteurs qui étaient un binôme en fait, avec un enquêteur, mais aussi un psychologue, et qui étaient suivis en fait, d'un débriefing avec un psychiatre pour avoir un outil, pour essayer de poser le plus possible un diagnostic épidémio qui soit fiable. Il a fallu donc louer des camping-cars pour aller sur les points, puisque les personnes ne sont pas hébergées dans la rue, donc notamment auprès des points soupes. Et c'est un recueil qui a été fait auprès des centres d'hébergement de réinsertion sociale, de stabilisation, d'urgence, des centres maternels, des lits halte soins santé, des hôtels sociaux, les points soupes et des accueils de jour. Alors les principaux résultats, d'abord on a un très bon taux de participation, de 71%. Le fait d'avoir utilisé un plan de sondage dont je n'ai pas ici fait le détail, mais permet de faire de l'inférence statistique et d'estimer la taille de la population, et ça c'est important pour les pouvoirs publics. Donc à cette époque-là, il y avait 21 000 personnes à peu près sans domicile en Île-de-France, dont 65% d'hommes, avec un âge moyen de 38 ans, et des femmes également, mais les femmes n'avaient pas le même profil puisqu'elles étaient beaucoup plus jeunes, et puis essentiellement immigrées. Donc c'est un nouveau profil de l'immigration. Avant on avait plutôt des hommes, maintenant c'est plutôt des femmes qui migrent. Et d'ailleurs on va le voir après, qui migrent avec leurs enfants. Et là c'est juste ce que je voulais vous montrer, c'était quand on regarde la prévalence des troubles psychiatriques, déjà on voit que là, quand on regarde dans les services d'urgence, de réinsertion ou les hôtels sociaux, on va trouver 3 populations différentes. Les femmes, elles sont plutôt dans les hôtels sociaux, elles sont plutôt des femmes qui sont immigrées, et beaucoup d'elles vivent avec un enfant. Si on regarde les services d'urgence, là on va trouver plutôt des hommes, et des hommes qui vivent seuls. Et donc quand on regarde la prévalence des troubles psychiatriques, on a un tiers des personnes, si je puis dire, à la rue, ou en tout cas des personnes hébergées, qui souffrent d'un trouble psychiatrique sévère. Donc ça veut dire déjà, c'est pas tout le monde, contrairement à ce qui était pas mal divulgué, c'est un tiers. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on entend par troubles psy sévères? Ce sont des pathologies très différentes. On a 13% qui souffrent de troubles psychotiques, 12% de troubles anxieux, 7% de troubles sévères de l'humeur. Et on voit que ces différentes pathologies psychiatriques sont très différentes en fonction des structures dans lesquelles on les enquête. C'est-à-dire que dans le centre d'urgence, on retrouve beaucoup plus de troubles psychotiques. Et pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit dans la diapo précédente, c'est plutôt des hommes. Et si on est dans les hôtels où on a plutôt des femmes immigrées, là on va retrouver plutôt des troubles anxieux. Donc ce sont des pathologies qui sont très différentes selon, encore une fois, le profil de population auquel on s'adresse et le lieu dans lequel on va les chercher. Donc la prochaine étude qui s'appelle En Femmes, où on a étudié la santé mentale des femmes et des enfants en situation de grande précarité, elle fait suite au fait qu'on a vu qu'il y avait une augmentation, notamment les démographes ont bien mis l'accent sur l'augmentation du nombre de familles qui étaient prises en charge par le 115 de Paris. Des familles qui étaient essentiellement hébergées en hôtel, ce qu'on appelle des hébergements secs, c'est-à-dire sans suivi social, sans soutien. Une population, comme je vous le disais, en majorité immigrée, donc qui est non francophone, et qui sont souvent hébergés, puisque les structures d'hébergement sont engorgées, de plus en plus hébergées loin de Paris, c'est-à-dire dans des hôtels sociaux et non dans des structures ad hoc comme des centres de réinsertion, et qui sont de plus en plus loin de Paris, donc situés en grande couronne. Et on observe une forte instabilité du parc résidentiel hôtelier, c'est-à-dire que dès qu'une femme a un nouvel enfant ou dès que l'hôtel social, c'est quand même un business, ce qu'il veut c'est remplir son hôtel, donc de temps en temps on vide entre guillemets les personnes qui sont hébergées pour accueillir du tourisme sur le salon du mariage qui est à côté ou des choses comme ça. Donc il faut savoir que c'est quand même une instabilité très forte et on va le voir que ça joue beaucoup sur la santé mentale.
Donc l'objectif de cette thèse qui a été réalisée sur l'étude, c'était de mieux comprendre cette population, enfin de l'enquête en général, c'était de mieux comprendre la population. Et on avait deux grandes problématiques de santé qui ressortaient, c'était la nutrition, et donc l'insécurité alimentaire et la santé mentale. Et chez les enfants, le développement psychomoteur, parce que comme vous le savez, chez les tout petits, on ne peut pas différencier le développement de la santé mentale. Hein. Le psy et le moteur sont très liés. Donc là, c'est juste pour vous illustrer le changement de population qui est assez flagrant entre le début des années 2000 et 2011. Je pourrais refaire la pyramide maintenant, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit donc la pyramide des âges, elle se lie à gauche, on a les hommes, à droite, on a les femmes. Et alors qu'en 2000, on avait plutôt des hommes en bleu, c'est des personnes isolées, c'est-à-dire qui vivent tout seuls, plutôt un homme de 40, on va dire de la quarantaine. En 2011, on voit qu'on a une symétrisation de la pyramide des âges, donc plutôt des femmes, et en famille, c'est-à-dire avec des enfants. Et l'écrasement de la pyramide des âges vers le bas vous montre la prépondérance des petits, et notamment des jeunes de moins de 1 an. Donc on a des problématiques de santé mentale sur ces femmes, avec des conséquences sur des enfants de bas âge qui est absolument délétère sur le développement futur, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc cette étude, elle se justifie parce que bien sûr c'est une population qui cumule 3 facteurs de risque. La précarité, le fait d'être sans domicile et le fait d'être migrant. Donc on a une prépondérance des troubles de santé mentale qu'on a vu dans Samantha, mais aussi dans les études, un petit état des lieux un peu des études à l'étranger, notamment aux USA, où on voit que la dépression des mères est très fréquente, hein, 55% ont été relevés dans cette population-là, avec un risque de chronicité de 20% et donc un risque suicidaire très élevé derrière. Elle souffre également d'états de stress post-traumatique, avec une exposition très importante d'événements traumatiques, puisqu'on est sur une population essentiellement immigrée, des conditions de vie très difficiles qui favorisent ces événements traumatiques et aussi l'état de stress post-traumatique, donc qui joue à la fois sur les deux. On sait qu'une prise en charge précoce après un événement traumatique permet de limiter l'état de stress post-traumatique, donc il y a vraiment une prise en charge importante à faire derrière. Et chez les enfants, on observe plutôt des difficultés émotionnelles et comportementales, avec un retentissement de la santé mentale des mères sur celle de leurs enfants, comme ça a été montré dans certaines études. Donc le premier travail qu'on s'est attaché à faire, c'est d'étudier la prévalence de la dépression. Donc dans femmes, il y en avait moins que les 55% relevés dans les études américaines. On était à une prévalence à peu près d'un tiers, avec dans les facteurs qui jouaient sur cette dépression, on retrouve le fait de parler français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes. Les femmes qui parlent français et les femmes françaises, c'est plutôt des parcours d'ASE. Des femmes qui ont des ruptures de vie, et c'est pas des immigrés qui viennent plutôt, on a l'effet de l'immigrant sain, hein, pour immigrer il faut être bien, et du coup on a au départ, en tout cas quand elles arrivent, elles ont une santé mentale qui leur permet d'immigrer, et ensuite ça peut se dégrader, et puis elles arrivent aussi avec des parcours de vie des fois difficiles, mais le fait de parler français était très associé à la dépression. On a le fait de renoncer aux soins au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est important parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui vont mal, mais qui, en plus, ne se soignent pas. Et sur les risques associés, le fait d'avoir des comorbidités, c'est-à-dire un état de stress post-traumatique au cours de l'année, augmente le risque de dépression, et bien sûr d'avoir un risque suicidaire, puisqu'on sait que les deux pathologies sont assez liées. Alors oui, on a une population une prévalence qui est moins importante que les 55% que je vous ai montré aux USA, mais on pense que notre population est différente, puisque dans les femmes, ce sont des personnes qui viennent d'arriver, donc c'est des nouvellement immigrés, alors qu'aux USA, on a regardé dans l'étude, c'était des personnes qui étaient là dans la rue depuis plus longtemps. Donc on se pose aussi la question sur la validité de l'outil en situation multiculturelle, puisqu'on a essentiellement des immigrés pour ce qui concerne notre population, et que la dépression elle est très difficile à évaluer par les outils classiques, puisqu'il y a souvent des expressions de la dépression qui sont différentes selon les cultures. Par exemple, il y a souvent des symptomatologies physiques, plutôt chez les migrants, que donc certains dans la salle connaissent mieux que moi, et des difficultés aussi en plus de la précarité, parce que souvent, donc je vous disais, il y a le fait d'être migrant, mais aussi le fait d'être précaire, parce que les mères ont des difficultés à reconnaître les sentiments négatifs. Le fait de ne pas réussir à faire face, c'est très culpabilisant, et il y a aussi la peur du placement de l'enfant derrière, qui est quelque chose qui n'est pas négligeable. Sur le renoncement aux soins, on voit qu'il y a seulement 22% des personnes en dépression qui consultent, ce qui est très peu. Et donc ça, juste pour souligner que la dépression et la précarité partagent deux difficultés aussi, c'est le rapport au temps. Parce que ce sont des personnes qui sont dans des compétitivités de besoins et donc une survie. Donc en dehors de l'urgence, il n'y a pas de priorité. La priorité, ça va être l'hébergement, ça va être l'alimentation, ça va être la santé de l'enfant.
la mère, elle va passer à la 150e roue du carrosse s'il avait 150 roues. Donc sur les événements traumatiques de ces mères-là, il y a à peu près 62% des mères qui ont vécu un événement traumatique, et pas des moindres, hein. Souvent c'est le deuil d'un violent ou de la mort inattendue de quelqu'un, le fait de se faire blesser ou d'avoir été agressé, beaucoup de viols sexuels, notamment des pays de guerre dans lesquels elles proviennent. Il y a de la torture, de la captivité, surtout sur l'Europe de l'Est, avec ce qui s'est passé à l'époque, c'était avec les Russes, puisqu'on était en 2013. Et donc des événements qui sont, des événements traumatiques qui sont importants et fréquents et cumulatifs au cours de leur parcours de vie. Et sur l'état de stress post-traumatique, on a une prévalence qui est élevée, donc de 23%, 16% dans l'année, et puis qui est associée au fait, bien sûr, d'avoir quitté le pays pour une cause violente, mais aussi d'avoir eu une dépression. On retrouve cette comorbidité dépression, état de stress post-traumatique. Et ce qui est important ici, c'est qu'on voit que les conditions de vie et d'hébergement dans le pays d'accueil jouent aussi sur l'état de stress post-traumatique, indépendamment des autres. Ça veut dire que l'instabilité résidentielle dont je vous parlais tout à l'heure, elle a un effet sur l'état de stress post-traumatique, parce que le fait d'être avec des tout petits, comme on l'a vu là sur la pyramide des âges, et de ne pas savoir, on déménage à peu près 6 ou 7 fois dans l'année, c'est quelque chose qui est traumatisant. Donc la prévalence des événements traumatiques, elle est élevée. Les événements traumatiques sont associés donc à l'état de stress post-traumatique. Bien sûr, ceux qui sont victimes d'expériences traumatiques sont plus vulnérables aux nouveaux événements traumatiques qui vont arriver, et particulièrement donc, aux conditions d'accueil. La prévalence est élevée, et dans les facteurs associés, on retrouve tout ce qui est antérieur à la migration, tout ce qui est vulnérabilité préalable, notamment la comorbidité avec la dépression, mais aussi les expériences post-traumatiques de conditions d'accueil. Donc il y a d'autres choses que, juste pour souligner, qui sont importantes, qui sont retrouvées dans la littérature, et pas chez nous, je pense, parce que la population était trop homogène, c'est-à-dire elles avaient tous très peu de soutien social, mais le soutien social est un facteur de protection retrouvé contre l'impact des événements traumatiques, et d'ailleurs retrouvé dans toutes les études, y compris en population générale, quelque chose qui est très fort. Donc quand on regarde la comorbidité, dépression et syndrome post-traumatique, ce qu'on voit, c'est que les caractéristiques qui sont liées, on l'a vu, hein, c'est le départ du pays pour une cause violente. Il y a aussi la couverture maladie. Donc ça, je pense que c'est un résultat aussi important. Quand on a une couverture maladie, c'est protecteur. Le soutien social, donc là on le retrouve, c'est protecteur. Les conditions de vie, le fait d'avoir déjà dormi à la rue, c'est un facteur péjoratif. Et puis le fait d'avoir des problèmes de santé ou d'être enceinte, qui n'est pas une maladie, mais qui a un état de vulnérabilité particulier, expose un peu plus à ces pathologies, et bien sûr la santé mentale. Donc tous ces facteurs font que qui sont importants à connaître, font des pistes pour les actions à mener derrière. On sait que la vulnérabilité sous-jacente commune existe entre dépression et état de stress post-traumatique, c'est retrouvé dans la littérature. On sait que la dépression et l'état de stress est important, et qu'il y a un cumul des difficultés sociales, notamment le manque d'assurance maladie ou le soutien social insuffisant, sont des facteurs de risque qu'on retrouve donc significativement associés. Et bien sûr, le cumul de difficultés médicales. Donc c'est des choses que vous retrouvez dans le terrain, mais c'était pour vous montrer que ça existe aussi d'un point de vue statistique, et c'est significatif, donc c'est quelque chose qui n'est pas dû au hasard. On peut le mesurer, et on peut savoir dans quelle proportion ça joue. Et l'état de santé des mères n'est pas sans répercussion sur celle des enfants. Donc quand on regarde les enfants, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on entend par difficultés émotionnelles et comportementales, je dirais qu'il y a deux sortes de troubles. Il y a les troubles externalisés, qui sont plus faciles à mesurer, ce sont les troubles du comportement, hein, ce qu'on appelle l'hyperactivité, l'inattention, qui était assez à la mode à un certain moment, les troubles oppositionnels, l'agressivité. Ça a un impact sur le développement social et les relations des enfants avec leur père. Mais il y a surtout des troubles internalisés qui sont un peu plus durs à mesurer, mais qu'on a réussi à mesurer par un petit logiciel où on s'affranchissait de l'effet enquêteur et du parent, puisque l'enfant répondait tout seul sur le logiciel. Et là, on peut mettre en évidence des troubles internalisés. C'est des troubles émotionnels avec un problème de sens, des difficultés sur le sens de l'identité, et surtout des problèmes de confiance en soi, d'anxiété, de troubles phobiques, d'anxiété de séparation. Dans l'étude en femmes, il y avait 20% des enfants... il faut juste savoir que dans tous les enfants souffrent de troubles émotionnels, enfin pas tous, mais une partie dans la population générale. Il y a 20% des enfants, selon l'OMS, qui souffrent de ces troubles-là. Et c'est des choses qui sont aussi réversibles, hein, par des psychothérapies individuelles, par la parole, le jeu, le dessin, ou des psychothérapies familiales.
Et donc la prévalence des difficultés émotionnelles, elle est importante. On a 20% des enfants dans femmes avec des difficultés émotionnelles à 28%, 23% des troubles de conduite, d'hyperactivité à 17% et de relations avec les pairs de 10%. Alors ce qui joue sur cet état émotionnel, c'est la région de naissance. Le nombre de déménagements par an, moins on déménage et plus on est, et mieux on est quand on est enfant, donc c'est un facteur de risque important. Le fait que l'enfant soit suivi pour une maladie ou un problème de santé, oui, ça joue sur les troubles émotionnels qu'il va avoir. Il y a des comorbidités aussi, le surpoids, l'obésité, le sommeil, on voit l'importance de l'heure du coucher, et surtout la santé mentale de la mère, qui joue notamment le risque suicidaire. Et alors quelque chose qui est original dans cette étude, c'est qu'on a pu interroger l'enfant lui-même. Et là, quand il raconte qu'il n'aime pas son hébergement ou qu'il est victime de moqueries à l'école, ça ressort statistiquement lié à son état émotionnel et comportemental. Donc on a dans notre étude une moyenne de 11, alors plus on est élevé et moins c'est bon, et versus 8 en population générale pour ces enfants-là qui vivent dans la grande précarité, avec une importance du ressenti de l'enfant qu'on a réussi à mettre en valeur ici et qui est rarement et voire jamais étudiée dans les études, puisqu'on ne questionne jamais les enfants, c'est très rare, qui montre le besoin de se sentir chez soi, l'importance des intimidations et des moqueries que les enfants peuvent recevoir non seulement dans le quartier mais aussi à l'école. On a plus de difficultés chez des enfants qui sont sans domicile que chez ceux qui sont pauvres mais logés. Plus de difficultés aussi pour s'intégrer. Et ça peut souvent, c'est quelque chose qui est un cercle vicieux, puisque souvent les difficultés peuvent faire suite à l'exclusion que ressentent les enfants, mais ça peut aussi à son tour jouer un rejet des enfants par leur père. Donc on est dans un cercle un peu vicieux. Donc pour terminer, juste un panorama des principaux résultats sur cette santé mentale et grande précarité, avec des pressions importantes des mères, l'état de stress post-traumatique, et qui jouent sur les difficultés comportementales des enfants, avec, on voit, des facteurs associés qui jouent de façon complexe et qui interréagissent entre ce qui s'est passé avant, la migration, les problèmes socio-démographiques, mais aussi toutes les conditions d'accueil et toutes les conditions d'hébergement, de vie, et les relations sociales qui jouent aussi énormément sur la santé mentale. À partir de ces résultats, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut tirer comme piste pour l'action derrière et pour les recommandations ? D'abord, la première, c'est qu'il faut améliorer la stabilité de l'hébergement, puisque l'instabilité résidentielle a un impact très fort. Et donc, il faut améliorer l'accès aux soins, parce qu'on a vu qu'elles renonçaient. En plus, plus elles sont mal et plus elles renoncent aux soins. Et la santé mentale des mères et des enfants. Souvent, les équipes mobiles psy-précarité, par exemple, avant, étaient beaucoup plus centrées sur les hommes avec des troubles psychotiques que chez des femmes et des enfants qui souffrent pas du tout, on l'a vu, des mêmes troubles. C'est plutôt des troubles anxieux, état de stress post-trauma, ça n'a rien à voir avec un trouble psychotique d'un adulte homme à la rue. Alors il y a eu différents projets qui se sont mis en place, notamment Housing First, donc vous avez peut-être entendu parler, le projet Un chez soi, avec un accès direct au logement standard, une prise en charge psychiatrique concomitante, et surtout une mise en place de médiation par les pairs au sein d'un parcours de droit commun. Donc ça a montré son efficacité. Et il y a un projet qu'on appelle Ecologically Based Treatment, donc ça c'est sur les troubles et les difficultés des enfants. C'est l'accès à un logement associé au soutien de la santé mentale des mères, puisqu'on voit que ça a un impact sur l'enfant. Donc là maintenant c'est de coupler avec un petit peu le soutien des mères, et ça fait beaucoup mieux que le soutien seul. Donc le logement est important, utiliser le système de droit commun. Donc il faut former les professionnels de santé aux particularités de cette population, qui sont des mères migrantes qui ne souffrent pas du tout de la même chose, avec des symptomatologies de la dépression et de l'état de stress post-traumatique qui ne s'expriment pas comme dans la population française avec les outils psychométriques qu'on a l'habitude d'utiliser. Il faut une gratuité avec l'AME et la SAMU, puisqu'on l'a vu, la couverture maladie, elle joue sur l'état de stress aussi. La permanence d'accès soins santé, dont certains dans la salle aussi connaissent très bien. Ça permet une évaluation et une prise en charge globale, donc un peu un guichet unique où il y a l'assistante sociale, le psychologue, le médecin et surtout l'interprétariat, puisque c'est un levier très important. Et ça présente quand même des insuffisances, puisqu'on voit qu'il y a un manque de professionnels de la santé mentale et d'interprètes, parce que souvent on les juge trop coûteux. Et moi je me suis retrouvée souvent avec des femmes où c'était l'enfant qui traduisait, ce qui est complètement inacceptable quand on voit les conditions dans lesquelles elles ont vécu. Un accès difficile à la couverture sociale et une méconnaissance du système de santé qui perdure. Une méconnaissance de la santé mentale en général en France, on pourrait en parler des heures.
le besoin d'améliorer la coordination entre les acteurs entre eux. Enfin, sur la dernière diapo, donc pour montrer aussi pour essayer de limiter l'impact de la santé des mères sur celle de leurs enfants, puisque c'est un enjeu majeur pour le petit. Juste pour souligner que ce sont des troubles qui ne sont pas irréversibles, parce que ce qui a été prouvé dans la littérature américaine, c'est que ces troubles ils peuvent être réversibles à condition qu'ils ne s'installent pas trop longtemps dans la durée et pas trop longtemps chez le tout petit. Donc ce qu'on voit, c'est on peut diminuer ces difficultés émotionnelles et comportementales des enfants 1 an après la rémission des mères qui sont traitées par dépression. Donc une fois que la mère est traitée, 1 an après, on observe des améliorations sur la santé mentale des enfants. C'est un cercle vertueux. Je vous ai parlé du cercle vicieux tout à l'heure, mais là il y a un cercle vertueux parce que quand on agit et qu'on prend en charge la dépression de ces mères, on diminue les conflits conjugaux, les conflits parentaux, ça diminue les difficultés émotionnelles des enfants, ça améliore la disponibilité des parents, ça améliore le stress qui est lié à la parentalité et on arrive comme ça à remonter la pente. Donc le soutien à la parentalité, ça peut se faire de différentes façons. Des visites à domicile, ça a été soit par la PMI qui ont maintenant des équipes mobiles dès la maternité. Il faut le faire lors du suivi de grossesse avec un besoin de généraliser l'entretien prénatal précoce, par exemple, lors des quelques jours d'hospitalisation après l'accouchement, lors de la consultation du postpartum. On a toutes ces fenêtres d'opportunité pour essayer d'agir et dépister la dépression du postpartum, essayer d'évaluer la qualité de la relation mère-enfant et pouvoir orienter le plus tôt possible. Chaque contact avec ces familles, c'est une opportunité forte pour dépister les troubles de la santé mentale. Donc il ne faut pas hésiter à poser les questions. C'est un peu comme sur les violences. Dès qu'on pose les questions, ça sort. Dès la grossesse par les soignants de la maternité, d'où l'importance de former ces professionnels. Et les soignants des soins urgences. Ils sont déjà formés. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de plus de ressources en temps et en personnel. Ils ont un besoin de faciliter la coordination, d'élargir l'offre de PMI. J'ose même pas dire jusqu'à quel âge, mais souvent, ils sont tellement bolisés qu'ils prennent que les petits de moins de 1 an. Profiter des consultations de suivi pendant les vaccinations, par exemple, parce que souvent, on a une perte de vue des enfants, et on l'a vu dans d'autres études, entre 2 et 6 ans, et après entre 6 et 13 ans. Donc un besoin d'augmenter les effectifs, et puis un besoin de former et de faciliter l'accès aux professionnels de santé. Voilà un peu pour le panorama que je voulais vous dresser.